Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. 10h47 sur Sud Radio, les débats avec vous, le commentaire de l'actualité avec aujourd'hui Mickaël Darmon, journaliste politique chez i24 News. Bonjour. Bonjour. Vous avez publié Les secrets d'un règne dans les coulisses d'un quinquennat de crise. Ça, des crises, pour y en avoir, il y en a eu. Paru aux éditions L'Archipel. Arlette Chabot, journaliste, éditorialiste. Bonjour. Arlette, édito politique tous les lundis matin, 7h35 sur Sud Radio. Merci d'être resté. Puis on vous retrouve également sur LCI tous les week-ends. Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Bonjour Frédéric, ça faisait longtemps. Vous avez publié La Fracture aux éditions Les Arènes. Fracture toujours là et générationnelle et aujourd'hui plus que générationnelle, réelle, fracture politique. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et auteur de Chaos, essai sur les imaginaires des peuples, un livre d'entretien avec Stéphane Rosès qui est paru aux éditions du Cerf. Beaucoup de sujets évidemment, cet attentat terroriste à Paris, beaucoup de questions. Est-ce que c'est un ratage dans le suivi psychiatrique, comme le dit Gérald Darmanin? Comment suivre tous ces profils tous ces radicalisés? Et puis, question autour de cela évidemment. Est-ce qu'il faut un plan B pour la cérémonie d'ouverture des JO? Puis on reviendra évidemment toujours sur les positions de LFI en ce qui concerne Israël et la Palestine. On commence avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Arnaud Benedetti, c'est un coup de gueule. C'est un constat plus qu'un coup de gueule. C'est que on a un vrai problème de pénurie de médicaments depuis maintenant un certain nombre de mois, et voire un certain nombre d'années. On est à peu près sur, je crois, 4000 médicaments en tension, voire en pénurie. Je vous mets au défi de trouver un antibiotique que chacun d'entre nous a vraisemblablement utilisé, soit pour lui, soit pour les siens. Oui. L'amoxicilline. J'ai fait l'expérience ce week-end. Absolument. J'ai dû faire à peu près 8 pharmacies pour finir par trouver cet antibiotique. Alors, je vous déconseille d'aller dans les grosses pharmacies. Il vaut mieux aller dans les petites pharmacies en général. C'est ce qu'on m'a conseillé, c'est ce que j'ai appris, en l'occurrence. Vous vous rendez compte, on est dans la bidouille. Donc, c'est quand même un vrai sujet de santé publique. Au mois de septembre, au mois d'octobre, le ministre de la Santé disait qu'il n'y avait pas de problème. Écoutez, je l'incite quand même à faire le tour des pharmacies pour se rendre compte quand même qu'il y a un vrai problème en la matière. Alors, il y a des causes qui sont multiples et variées. Bon, on sait très bien qu'il y a un problème de production. Vous savez qu'il y a à peu près 80% aujourd'hui des principes actifs en matière de médicaments qui sont produits en Chine et en Inde. On l'avait constaté durant la crise sanitaire. Il y a aussi un modèle économique aujourd'hui de l'industrie pharmaceutique qui favorise la production en raison de logique de profit, qui favorise, si vous voulez, la production de médicaments très rares pour tout simplement faire du profit et laisser de côté des médicaments qui sont des médicaments d'usage, j'allais dire, assez courant. Ce qui pose quand même un problème, parce que le médicament, il est financé publiquement. Il est financé publiquement pour la recherche et développement, entre autres par le crédit impôt recherche, il est financé par la sécurité sociale, il est financé par le plan de relocalisation qui a été décidé il y a 1 an ou 1 an et demi, je crois, pour permettre à un certain nombre de produits stratégiques d'être à nouveau produits en France et en Europe. D'ailleurs, au demeurant, dans ce plan, je crois que ça ne touche qu'à peu près 18 sites de production pharmaceutique, ce qui est assez peu en l'occurrence. Donc on est là face à un vrai sujet de santé publique, un vrai sujet d'approvisionnement qui ne cesse de s'amplifier et qui traduit, bien évidemment, la désindustrialisation que le pays a connue depuis plusieurs décennies, mais qui quand même à ce stade me paraît, sans réponse finalement, et on se retrouve en effet dans une situation de pénurie qui est problème, ce qui pose des problèmes sur les anticancéreux, donc ce qui a des conséquences pour les patients, ce qui pose des problèmes sur les maladies cardiovasculaires, ce qui pose des problèmes aussi sur les collyres. Vous ne trouvez plus de collyres dans un certain nombre de pharmacies. Donc on a là un vrai sujet et manifestement, pour l'instant, nous n'avons pas de réponse. Mais vous savez, c'est ce que me dit un auditeur, et c'est ce que m'a répondu un pharmacien, on vend plus cher aux pays émergents que chez nous. Donc certains produits sont vendus
plus cher, donc il y a une pénurie ces produits n'arrivent pas chez nous. Frédéric, oui, vous voulez réagir? Ça fait sens avec ce que je voulais faire pour mon éclairage qui est. C'est pas un coup de cœur, c'est pas un coup de gueule, c'est notre balise fiduciaire. Vous êtes dans votre couloir de nage. Voilà, de nage, tout à fait. Il faut pas se noyer. Pour Sud Radio sur les enjeux prioritaires, Frédéric est toujours coup de cœur, coup de gueule, ça vous engage à part sur le tennis, le cinéma et le tennis, mais sinon. J'aurais pu faire un coup de gueule sur Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais on va en parler, absolument. Donc c'était les enjeux prioritaires. Sur les priorités des Français. Et justement, c'est intéressant de voir qu'il y a toujours un grand intérêt à avoir le décalage entre l'agenda médiatique, ce que les médias mettent au cœur des sujets, et ce dont parlent les Français. Et la santé reste l'enjeu prioritaire pour les Français depuis 2019, avant Covid. Et dans les enquêtes qualitatives, il y a la question de l'accès aux soins et l'accès aux médicaments. Et quand on est sur le discours sur le déclin du pays, la France qui tombe, sort très vite le sujet sur l'école, qui est également un enjeu prioritaire à un niveau jamais vu. Il y a une très forte attente positive vis-à-vis de Gabriel Attal, mais ça n'assèche pas l'inquiétude sur le devenir de l'école. Et il y a également la santé, l'hôpital. Donc je ne sais pas si je continue sur mon éclairage. Allez-y. Les sujets. Les sujets prioritaires. En un, c'est la santé, donc des sujets qui sont médiatiques, mais qui ne sont pas au cœur du discours médiatique. Le logement qu'on teste pour la deuxième fois, qui arrive dans le top 10, parce que le logement, c'est une autre manière de voir la question du pouvoir d'achat. On parle moins de l'inflation, on parle moins du pouvoir d'achat, mais ça reste un sujet très fort. Et puis, il y a bien sûr les thématiques sécurité, terrorisme. Par rapport à l'enquête faite fin août, le poids du terrorisme comme enjeu prioritaire passe de 61 à 78. Bien sûr, il s'est passé depuis Dominique Bernard. Il ne faut pas oublier comme ça a réactivé de manière un peu traumatique l'attentat qui a coûté la vie en 2020 à Samuel Paty. Et puis, il y a des sujets qui sont très présents médiatiquement, mais qui sont une priorité pour les Français, mais pas la priorité. La lutte contre l'immigration clandestine est en 10e position. Ça ne veut pas dire que c'est pas un vrai sujet, mais c'est bien un sujet qui passe derrière le triptyque santé, hausse des prix, pouvoir d'achat et insécurité et terrorisme, mais également parce que il y a cette pression très forte sur la fin de mois. On oublie un peu la fin du monde. Pour la deuxième fois de suite, le poids de la lutte contre le dérèglement climatique baisse. On est passé entre 2022 et 2023 de 69% de tout à fait prioritaire à 54%, moins 14 points, donc moins 15 points. Donc bien sûr c'est un enjeu, mais on voit très bien à quel point les Français peuvent être très perméables au discours médiatique, à l'agenda politique, mais il y a aussi des propres enjeux qui développent en eux-mêmes indépendamment. On parle du logement, mais c'est assez récent. La crise du logement, ça fait plus d'1 an et demi, 2 ans, et ça commence à être pris en compte. On a vu la déclaration récente de Bruno Le Maire, le fait de passer de 25 ans à 27 ans pour pouvoir emprunter, mais on voit qu'il y a des sujets où l'opinion agit de manière autonome. C'est en ça que cette balise est assez intéressante à suivre. Et reflète... et bien sûr, la sécurité, la délinquance comme enjeu majeur. Non, mais c'est pas très étonnant. En fait, c'est la perception de l'urgence du quotidien qui explique les résultats de ce sondage. Et on trouve finalement des sujets qui avaient été, d'une certaine façon, à l'ordre de l'agenda médiatique et politique au moment de la crise des Gilets jaunes également. Donc ce sont des sujets du quotidien qui aujourd'hui percutent une partie de l'opinion publique. Oui. La une d'aujourd'hui en France ce week-end était consacrée à l'absence de dermato. Alors chacun fait l'expérience. Moi je l'ai faite il n'y a pas longtemps, donc ça me parle. Je ne vais pas vous raconter ma vie, tout le monde s'en fout. Sérieusement, vous faites le test, chacun fait le test, vous apercevez que c'est pas possible. Il n'y a pas de rendez-vous. Les médecins partent à la retraite, ne sont pas remplacés. Dans des spécialités, on sait, parce que tout ça c'est pas des trucs nouveaux. On vous dit depuis 5 ans, 6 ans, il y a pénurie de spécialistes dans certains domaines. Eh bien, ça s'accentue, évidemment, donc c'est quasiment mission impossible pour avoir un rendez-vous. Et on se souvient quand même de cette opération effarante il y a quelques mois de cela, lorsqu'il a été organisé une ligne aérienne entre Dijon et Nevers pour amener dans la ville de Nevers, qui est quand même pas la ville la plus perdue en France quand même, des spécialistes, parce qu'il y a un manque criant de spécialistes, donc ils sont venus en avion
avec tout le débat, on s'en souvient, qui avait été soulevé. Mais ce qui montre bien que la grande déclaration de souveraineté retrouvée qui avait été prononcée par le président Macron lorsqu'il s'était déplacé en plein confinement est loin d'être une réalité. En même temps, il faudra du temps. Et ce qui a changé depuis 5 ou 10 ans sur l'accès aux soins, il y a encore 5 ou 10 ans, c'était une vraie fracture territoriale. Commune rurale, tout va mal. Grande métropole, tout va bien. Ce n'est plus le cas. Le dermato, allait trouver un ophtalmo, un dermato, y compris dans des grandes métropoles. Alors qu'il y a des zones rurales, il n'y a pas une ruralité, il y a des ruralités. On a fait une grande enquête en Lozère et il y a quelques poches où, en ruralité, l'accès aux soins est bien sûr compliqué, mais pas si catastrophique qu'on le dit. Mais Jérôme Ripoul qui nous a raconté qu'il quittait, je crois que c'est Montpellier, pour aller vers Toulouse, il ne trouve pas de médecin traitant. Montpellier-Toulouse, c'est pas n'importe quoi. Et c'est le cas. La rubrique ne prend pas de nouveaux patients. Oui, absolument. Ne prend pas de nouveaux patients. Donc au 27e, c'est fatigant. Allez, on se retrouve dans un instant. On va revenir sur l'attentat de ce week-end. On va parler également de la France insoumise. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Écoutez ce son. Et tout de suite, les pronostics hippiques de Jean-Paul Delperrier. Bonjour, cher Jean-Paul. Vous êtes à Vincennes aujourd'hui. Eh oui, ma chère Valérie, bonjour à tous. Le prix des Alpes va nous être présenté en Réunion 1, course 1, sur le tracé des 2100 mètres. Départ autostart, ils ne sont plus que 15 après le forfait du 10. Fidel Madric, qui malheureusement faisait partie de mon pronostic. Le 13 de Galaxy Duo, mais moi, ma base, devant le 2, Gazeta de Loup, 5, Forlovigno, 6, Gino Viva, 14, Fiston à Papa, 16, Garance du Vivier et 3, Galante au Fort. 13, 2, 5, 6, 14, 16 et 3. Un rythme 4, C6 à Toulouse. Ma sélection du jour, l'As The Dig. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui avec Michael Darmon, journaliste politique chez i24 News. Vous avez publié Les secrets d'un règne dans les coulisses d'un quinquennat de crise aux éditions L'Archipel. Arlette Chabot, journaliste, éditorialiste. L'édito politique, c'est tous les lundis matins à 7h35 sur Sud Radio. Et vous êtes également sur l'antenne d'LCI tous les week-ends. Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Et vous avez publié La fracture aux éditions Les Arènes. Et Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Et on peut lire votre livre Chaos, livre d'entretien, essai sur les imaginaires des peuples avec Stéphane Rosès, paru aux éditions du Cerf. On va revenir sur l'attentat terroriste à Paris. Y a-t-il eu un ratage dans le suivi psychiatrique, comme l'affirme le ministre de l'Intérieur? Que faire de ces profils, ces fichiers S? Faut-il les imaginer une forme de rétention, pardon, je ne trouvais pas mes mots. Et puis, ça pose des questions pour la cérémonie d'ouverture, évidemment, des Jeux Olympiques. Et nous parlerons évidemment de la France insoumise. On continue avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Arlette Chabot, c'est une loi qui va être débattue demain à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, une proposition de loi très importante pour mettre à l'abri les agriculteurs, notamment de la vindicte et de la colère des néo-ruraux. Alors, tout le monde se souvient de ce formidable feuilleton autour du coq Maurice. Vous savez, il y avait des voisins de propriétaires du coq. Il a fait un procès parce que le coq chantait tous les matins, ce qui est quand même effectivement un truc qui est très original et très nouveau. Et donc, en 2019, il y avait eu un procès. La presse internationale s'était intéressée à cette affaire 100% française, évidemment. Finalement, le tribunal de Rochefort avait permis au coq de continuer à chanter. Malheureusement, il n'a pas survécu. Il est mort, je le dis pour tous ceux, pour les âmes sensibles, pendant le Covid. Néanmoins, l'affaire n'est pas terminée parce qu'il y a quelques mois, un éleveur de vaches de l'Oise a été condamné à payer, écoutez bien quand même, 110 000 € à 6 voisins qui se plaignaient parce que justement les vaches, ça sent pas forcément bon, voilà, mais c'est quand même la ruralité. Et donc maintenant il y a une proposition de loi pour dire tout simplement que la responsabilité civile ne peut être engagée lorsque le trouble supposé provient d'activités préexistantes à l'installation des néo-ruraux. Bref, si vous êtes agriculteur et que vous êtes déjà là et que vous voyez débarquer des gens venant des villes et qui vous disent « Ah zut, le coq chante, c'est vrai que l'étable fait du bruit et c'est vrai que, la bouse de vache ne sent pas forcément très bon », eh bien ça pourrait les mettre... qu'on est obligé de passer par une loi pour ça. Oui, bien sûr.
C'était d'ailleurs la première sortie d'Éric Dupond-Moretti qui est retourné sur le terrain parce que c'est une députée Renaissance qui effectivement a déposé cette proposition de loi. C'est le bon sens. On laisse les gens travailler. Si vous n'aimez pas la campagne, si le bruit de la campagne, il y en a même vous savez, qui protestent contre les sons des cloches parce que les cloches les dérangent aussi dans les villages. Donc si c'est pas possible, si vous n'aimez pas, restez à la ville et laissez les agriculteurs tranquilles. Merci d'avance. Oui, alors ça on peut aussi rajouter le dossier qui avait aussi enflammé les esprits sur les zones d'épandage qui doivent avoir donc la marge de manœuvre entre les zones d'habitation et ensuite voilà les champs. C'est au fond c'est la nouvelle fracture française, hein, pour reprendre. Le livre, voilà le titre du livre, mon cher ami Frédéric. En fait, c'est la nouvelle fracture française à l'intérieur des territoires. Jérôme Fourquet l'avait mis au jour, ça, dans son livre précédent, avant dans Ce qui change sous nos yeux, je crois, il avait montré la France sous nos yeux. Il avait montré comment la Drôme, qui était devenue un peu le département capital, un peu des néo-bobos, des néo-ruraux, qui avaient quitté Paris pour aller créer la brasserie traditionnelle avec le centre de conférence adossé à la librairie en circuit court, s'affrontait effectivement avec les ruraux de souche qui font leur travail d'agriculteur, et c'était les incompatibilités qui se multipliaient. Donc oui, c'est la nouvelle tension, fracture française. À l'intérieur des fractures, c'est celle qui est infraterritoriale. Et elle va être adoptée, cette loi, non? Il faut quand même l'espérer. Alors ça s'étendra au-delà des agriculteurs. Par exemple, vous achetez un appartement au-dessus d'un restaurant et vous trouvez que ça sent la cuisine. Franchement, il fallait y penser avant, quoi. Hein. Donc ça sera sans doute au-delà, effectivement, des territoires ruraux, cette proposition de loi qui va modifier donc en quelque sorte le code civil. Et ça marche pour les enfants qui crient et qui courent dans les appartements, demande un auditeur. On peut aller jusque-là. Michael, vous vouliez revenir, vous, sur Emmanuel Macron et Israël, évidemment avec sa déclaration la semaine dernière à propos d'un cessez-le-feu et de 10 ans de guerre. 10 ans de guerre. L'éradication du Hamas mènerait à 10 ans de guerre, a-t-il dit lorsqu'il était à Dubaï, en marge, très en marge d'ailleurs de la COP28. En fait, c'est vraiment le triangle des Bermudes ou le Proche-Orient pour Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y va, à chaque fois qu'il évoque quelque chose, il s'y perd. Et comme disait Jacques Chirac, quand ça veut pas, hein. Et bien évidemment, on comprend qu'il est à la fois très mal conseillé, mais bon, comme de plus en plus il est établi qu'il n'écoute pas grand monde, en fait, il est très mal inspiré. Et surtout, on se pose des questions sur la réelle compréhension, je dirais, de la France, de la diplomatie française, sur ce qui se passe au Moyen-Orient, au Proche-Orient, et sur l'évolution de la situation. Donc, ce que l'on comprend, c'est que là, en fond, il y a une sorte de carcan de la vieille diplomatie française qui l'enferme, avec le mantra de 2 États pour 2 peuples, sauf que personne ne dit avec qui. Personne ne remarque du côté du Quai d'Orsay que jamais le Hamas ne parle d'un État. Que le nom de l'opération n'est pas Stop à l'occupation ou Je veux mon État. Le nom de l'opération du Hamas, du massacre du Hamas du 7 octobre, c'est Déluge sur Al-Aqsa. C'est-à-dire le nom de la mosquée à Jérusalem. Donc c'est une démarche religieuse. On aimerait bien que le Quai d'Orsay explique aux Français que c'est parce que l'Arabie Saoudite se rapproche d'Israël et allait peut-être régler le problème palestinien que les Iraniens ont dit pas question que l'Arabie Saoudite se rapproche de Jérusalem. Et donc en fait, il y a un problème, je dirais, d'intelligence générale sur ce qui se passe, et on est avec un président qui déteste être marginalisé, ce qui s'est passé encore à Dubaï, qui déteste ne pas être entendu, donc qui monte le son à chaque fois. La BBC, l'interview affreuse de la BBC, là encore la sortie encore plus baroque, c'est incompréhensible. C'est toujours incompréhensible, et franchement, ce qui s'est passé à Paris le montre bien. C'est-à-dire que au fond, quelque part, on sait très bien qu'on n'élimine pas une idée avec uniquement les militaires, mais éliminer Daesh de son territoire et briser son appareil militaire était une condition nécessaire. On ne comprend pas pourquoi. Mais Emmanuel Macron fait de la politique intérieure, non? Il fait que de la politique intérieure, et surtout, il est un peu, je dirais, extérieur à la politique. Ouais.
C'est-à-dire qu'en fait... Frédéric, et puis Frédéric qui n'a pas parlé beaucoup. Non, ce que je voulais dire, c'est que les Français le voit. L'époque où l'international, il y avait systématiquement une bienveillance des Français dans les enquêtes faites d'opinion, je pense à notre baromètre IFOP fiducial pour Paris Match et Sud Radio, où le président pouvait être extrêmement impopulaire, Jacques Chirac du second mandat, Nicolas Sarkozy, François Hollande, il y avait une bonne évaluation de la politique internationale. Ce n'est plus le cas. Il s'est passé, on en avait parlé ensemble, Valérie, en novembre, un vrai tournant où Emmanuel Macron était passé sous les 40% d'opinion positive sur « il défend bien les intérêts de la France à l'étranger ». Les Français s'intéressent beaucoup plus à ces questions parce qu'ils ont le sentiment, et c'est vrai, ils sont souvent dans un vrai bon sens, que ce qui se passe à l'international peut avoir des conséquences concrètes dans notre pays. C'était les 82% de l'enquête IFOP-CRIF sur les Français qui considéraient à 82% que ce qui se passe au Proche-Orient, en Israël et à Gaza a des répercussions concrètes sur leur vie quotidienne et sur la société française. Et Emmanuel Macron, il y a un problème peut-être, et c'est ce que les Français nous disent dans nos enquêtes, de cohérence. D'abord, proposer une opération internationale pour éliminer Daesh, Hamas, comme ça a été fait pour Daesh. Et là, avec les 10 ans, qu'est-ce qu'il en sait que une éradication du Hamas conduirait à 10 ans de guerre. De toute façon, la guerre est là, plus ou moins forte, plus ou moins larvée, depuis 1947, depuis le plan de partage. Donc, il paye là aussi. On se souvient de la sortie sur le Liban, on se souvient des tensions en Afrique avec le Maroc, l'Algérie, l'Afrique. L'idée du déclin, j'en parlais tout à l'heure, du pays se nourrit aussi de la perte d'influence. Je parlais de mon livre tout à l'heure. Il y a désormais à peine 50% des jeunes de moins de 25 ans qui considèrent que la France a un vrai poids à l'étranger. Ils étaient 79% en 1999. Si, il y a des sondages. Une auditrice me dit, bizarrement, il n'y a plus de sondages sur Macron. Si, il y a eu tous les mois. sondage. Et demain, à Sud Radio, il y aura la vague de décembre du baromètre IFOP fiducial pour Paris Match et Sud Radio. Et qui donne la cote de popularité. Elle est encore en baisse. Non, elle est encore sous embargo puisque on ne doit pas dévoiler les résultats. Mais donc, pour répondre à notre auditrice, il y a des sondages régulièrement, tous les mois. Depuis 1958 pour le JDD et depuis 20 ans pour Paris Match et Sud Radio. Et donc, vous nous disiez qu'il était en perte de vitesse. Sur la dimension internationale. Sur la dimension internationale. Ce qui est très rare. Arlette, je crois que Mickaël a raison. C'est jouer un rôle. Alors, jouer un rôle, c'est vrai, quand il parle comme ça, il a entendu Joe Biden. Qui rappelle qu'il faut une solution à 2 États. Les États-Unis qui menacent de sanctionner les Israéliens, les colons israéliens qui sont en Cisjordanie, et qui demandent aussi au gouvernement israélien de mettre un terme aux exactions des colons en Judée, Samarie, dit-on, du côté israélien, et on dit effectivement en Cisjordanie nous-mêmes. Donc le problème, c'est quand Biden le dit, c'est un événement. Quand Emmanuel Macron évoque de manière beaucoup moins habile, beaucoup moins subtile la même problématique, on dit, on est étonné, et effectivement on met cette déclaration en parallèle avec la proposition faite à Jérusalem de créer une coalition internationale, qui d'ailleurs avait été extrêmement nuancée, c'est le moins qu'on puisse dire, par les conseillers de l'Élysée dans la foulée, qui s'étaient rendus compte que c'était pas une très bonne idée, une très bonne initiative et une déclaration un peu intempestive. Donc, comme il n'est pas Joe Biden, ça pose un problème. En fait, la position traditionnelle de la France, c'est vrai, il essaye de la maintenir. Seulement, moi, j'ai une comparaison. Si vous voulez, il y a des grandes créations musicales. Si vous jouez il y a une symphonie de Beethoven. Seulement, il y a des gens qui l'interprètent. Et il y a des bons interprètes d'une symphonie de Beethoven ou d'un concerto de qui vous voulez, grand musicien. Puis il y a ceux qui jouent mal avec des fausses notes. Donc pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire l'affirmation que la position reste la même, seulement exprimée par Emmanuel Macron, on n'entend que les fausses notes. Absolument. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettez-vous d'accord aujourd'hui avec Arlette Chabot, Mickaël Darmon, Arnaud Benedetti et Frédéric Dabi. Je voudrais qu'on revienne, avant de parler de l'attentat de ce week-end qui est abondamment commenté partout, avec bien peu de solutions, hélas, pour endiguer ce terrorisme individuel, même si ce n'est pas forcément un loup solitaire. Je voudrais qu'on revienne sur ce qui s'est passé sur LCI.
entre Arlette Chabot et Ruth Elkrief et Emmanuel Bompard. Écoutez la réponse de Manuel Bompard lors de la discussion avec Ruth Elkrief. Ne me faites pas passer pour un communautariste ou je ne sais pas quoi, alors que précisément je défends l'unité du peuple français, la laïcité, le refus des stigmatisations en fonction de la religion, la lutte contre le racisme. Ce sont pas les journalistes qui le font. Si, c'est vous qui êtes en train de le faire. Ce sont les Français qui l'entendent. Mais arrêtez, vous n'êtes pas les porte-parole des Français, madame. D'accord? Donc arrêtez de dire ça. Ça, c'est le point de vue que vous exprimez. Et moi, j'exprime le mien. Moi, je suis attaché à l'unité du peuple et je serai toujours lutté. Mais bien sûr que c'est celle de Jean-Luc Mélenchon. Alors Jean-Luc Mélenchon, suite à cet échange assez tendu, pardon ? Non, à toute l'émission. Oui, à toute l'émission, oui. Il a tweeté « Ruth Elkrief, manipulatrice, si on n'injurie pas les musulmans, cette fanatique s'indigne ». Et de poursuivre, quelle honte. Bravo Manuel Bompard pour la réplique. Elkrief réduit toute la politique à son mépris des musulmans. Alors on n'a pas toute la séquence parce qu'elle était assez longue. Néanmoins, les mots ont un sens. Et là, en particulier, la traité de manipulatrice et de fanatique. Ça a suscité évidemment beaucoup de réactions, pas forcément par corporatisme, mais parce que il lui met une cible dans le dos, très clairement. Oui, bien sûr, il lui met une cible dans le dos. Le propos n'est pas, je veux dire, la démarche n'est pas nouvelle. Hein. On l'a vu aussi avec d'autres personnes de la France insoumise qui se comportent de cette manière-là. Concernant effectivement Jean-Luc Mélenchon, on comprend bien, qui d'ailleurs il y a quelques jours a même prononcé l'acte de décès de la NUPES. Hein. Ouais. Donc on comprend bien que tout cela correspond aussi à une dérive politique, à une fuite en avant, selon le bon vieux principe de l'époque du côté de l'extrême gauche, c'est-à-dire le parti avance en s'épurant, et qu'il y a en permanence cette fuite en avant parce qu'il faut continuer à envoyer un message de plus en plus clair au noyau électoral qui fait la clientèle et ce qui reste du fichier clientèle de Jean-Luc Mélenchon. Maintenant qu'on a dit ça, c'est clinique et cynique, on va dire, et c'est froid, il n'en reste pas moins que ce qui arrive et la manière dont notre consoeur Ruth Elkrief est désignée, rappelle les bons moments où d'autres journalistes, en leur temps, étaient désignés par une autre personne qui s'appelait à l'époque Jean-Marie Le Pen, qui désignait également des journalistes à la vindicte. Et quel journaliste, comme par hasard, Anne Sinclair et d'autres. Et d'ailleurs, je me souviens que pour fréquenter, professionnellement parlant, je tiens à le dire, régulièrement les réunions du FN à cette époque-là, il y avait des livres entiers, des pamphlets, des tracts qui listait le nom des journalistes, évidemment à consonance juive, et c'était une fois de plus l'ambiance. On la retrouve cette fois-ci du côté de la France insoumise. Mais faut-il en parler? C'est aussi la question. La question à l'époque. C'était également la question à l'époque. Parce que c'est à dessein qu'il le fait. Comment ne pas en parler? Je voudrais répondre à ce qu'a dit Emmanuel Bompard quand il dit à Ruth Elkrief, mais vous n'êtes pas la porte-parole des Français. Ben justement, les Français tels qu'on les interroge dans les enquêtes IFOP fiduciales pour Sud Radio ou pour Paris Match répondent. Jean-Luc Mélenchon est devenu l'homme politique français le plus impopulaire en dehors d'Éric Zemmour. Dans une enquête de trait d'image comparée, une balise Sud Radio, il apparaît inquiété davantage que Marine Le Pen et il apparaît, tenez-vous bien, moins attaché qu'elle aux valeurs démocratiques des Français. Et c'est vrai que chez ce verbatim en tête d'une enquête qualitative, une personnalité, une sympathisante de gauche dit « Je n'en peux plus de Jean-Marie Mélenchon ». C'est vrai que vous avez raison, Michael, de rappeler cette saillie de Jean-Marie Le Pen parmi d'autres, quand lors d'un meeting, il dit « Je dédie votre accueil chaleureux », il cite Yvan Levaille, Jean-Pierre Elkabbach, Jean-Daniel, que des journalistes d'origine ou de culture ou de confession juive. Et très clairement, cette stratégie du dérapage permanent est voulue. Les Français le voient, ils la réprouvent massivement, et ce qui est maintenant assez insupportable, c'est un comportement sectaire de la France insoumise où on a vu après ces attaques de Jean-Luc Mélenchon inadmissibles vis-à-vis de Ruth Elkrief, les mêmes tweets, les mêmes arguments, sachant que je crois que Ruth Elkrief, j'ai vu l'émission en partie, elle n'a pas parlé des musulmans, elle a parlé d'Israël, elle a parlé des indices génocidaires, et elle s'est trompée quand elle a dit génocide, alors que Jean-Luc Mélenchon avait parlé d'indices génocidaires.
mais c'est cette idée d'envoyer systématiquement des signaux. Mathilde Panot l'a fait face à Ruth Elkrief au moment du débat sur LCI d'ailleurs, sur la Baïa, ou s'en prendre à la Baïa, c'est s'en prendre aux musulmans. Il y a une stratégie voulue, réfléchie, que une très forte majorité de Français, y compris à gauche, réprouve, ce qui fait qu'aujourd'hui, à gauche, Jean-Luc Mélenchon, c'est, pour reprendre la phrase de notre amie Françoise de Gois, l'homme le plus riche, mais du cimetière. Ouais. Enfin, il reste quand même le premier dans vos sondages d'opinion. Oui, Auprès des sympathisants de gauche en termes de popularité, il est passé à la 7e place. Il est devancé par François Ruffin, et par Fabien Roussel et François Hollande. Juste vous lire le tweet de Marie Cabrette, qui est donc présidente du Printemps républicain, qui dit, qui était proche de Charlie Hebdo, des fanatiques qui injurient et tapent sur les musulmans, entre guillemets. C'est très exactement l'accusation dégueulasse contre Charlie pendant des années. Et puis il y a eu le 7 janvier, et c'est la même calomnie qui est répandue par LFI contre Ruth Elkrief, qui est placée sous protection policière, l'a annoncé ce matin Gérald Darmanin. Alors vous qui êtes spécialiste en communication politique, c'est ça qui est intéressant, c'est cette recherche permanente qui est faite par Jean-Luc Mélenchon. Alors, déjà, à mon avis, il y a une différence avec Jean-Marie Le Pen, c'est que Jean-Marie Le Pen ne voulait pas forcément le pouvoir, alors que Jean-Luc Mélenchon le veut. Et c'est quand même son intention, c'est de conquérir le pouvoir. Non, parce qu'il y a deux, si vous voulez, au-delà d'indignation nécessaire, morale et politique face aux propos de Mélenchon, il faut essayer de lire sa stratégie. Il y a deux stratégies possibles, plausibles. La première stratégie, c'est qu'il considère que la France est rentrée dans une atmosphère pré-insurrectionnelle, et il tape tous les jours un peu plus, en banc trotskiste, pensant qu'en tapant dans la porte, on va encore ébranler plus les fondations et qu'à un moment donné, il y aura la rupture qui fera qu'on sera véritablement dans l'insurrection et qu'à ce moment-là, il aura été l'avant-garde de cette insurrection et qu'il en récoltera les fruits. Ça, j'allais dire, c'est la stratégie révolutionnaire classique. Je sais bien que la France est un pays éruptif. Objectivement, je ne vois pas à terme quand même cette hypothèse se concrétiser. Il faut jamais dire jamais en histoire, mais enfin bon, a priori, c'est quand même pas l'hypothèse la plus probable. Deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse électorale. C'est-à-dire que, et c'est ce qu'a dit Michael Darmon plus ou moins déjà, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il solidifie son cœur électoral, il solidifie son noyau dur électoral et il considère que de toute façon, quoi qu'il arrive, il reste, malgré ses excès, le meilleur candidat possible à gauche pour une future échéance présidentielle et que de toute façon, à un moment donné, la gauche finira par se rallier à lui parce que il sera, d'une certaine manière, celui qui est le plus capable de pouvoir l'emporter, qu'il y aura une sorte de vote utile qui pourra se tourner vers lui. Voilà, me semble-t-il, la stratégie de Mélenchon. Moi, je pense que c'est une stratégie perdante à tous les coups. Parce qu'aujourd'hui, la société française n'est quand même pas prête à accepter cette radicalité de la gauche. Le problème, c'est que quand la gauche revient au pouvoir, il faut qu'il y ait toujours une personnalité qui soit une personnalité un peu centrale. Ça a été le cas avec François Mitterrand, ça a été le cas avec Lionel Jospin d'une certaine manière lorsqu'il a gagné les élections législatives en 1997. Ça a été le cas avec François Hollande. La gauche n'a jamais conquis le pouvoir en France sur la position la plus radicale. Ça me paraît en effet être une erreur d'interprétation historique de la part de Jean-Luc Mélenchon, pourtant qui connaît très bien l'histoire et l'histoire politique. Alors d'abord, une petite mise au point, parce que je connais évidemment Ruth, on travaille sur la même chaîne, c'est pas du corporatisme, c'est pas l'expression d'une vieille amitié, c'est tout simplement insupportable. Voilà. Alors moi je vais citer l'Évangile. Vous savez, Jésus sur la croix qui dit « Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Eh bien c'est impardonnable parce que justement, et on l'a dit, il sait parfaitement ce qu'il fait sur Luc Mélenchon. Donc c'est insupportable. Deuxième proposition, c'est qu'on arrête d'en parler. Parce que je pense que ce qu'il veut, c'est évidemment, avec ses propos, lui... faire en sorte qu'effectivement on montre qu'il est le leader de cette révolution qu'il annonce et vive la conflictualité permanente. Donc on l'oublie un tout petit peu, Jean-Luc Mélenchon. Et il est en train de démontrer une chose, c'est qu'il ne peut pas accéder au pouvoir. Un homme qui tient ses propos ne peut plus accéder au pouvoir. Il ne peut pas prétendre gouverner la France. Ça le disqualifie. Donc, en ce sens-là, eh bien, c'est peut-être bien parce qu'on voit la réalité des personnages. Et franchement, je n'aurais jamais imaginé dire ça de Jean-Luc Mélenchon. Mais comment vous expliquez, que les médias, que les journalistes continuent de l'inviter ? C'est-à-dire se faire insulter. Il y a une forme quand même de masochisme. Ali Badou s'est fait
insulté. Oui, alors qu'il l'a reçu tel un dieu, en disant votre parole est rare. Mais tout comme les journalistes littéraires. Avec Didier Raoult. Régulièrement, pourquoi? Parce que d'abord, c'est un excellent client. Parce qu'il fait le spectacle, tout simplement. En termes de cash machine. Hein. Est-ce qu'il insultait les journalistes, Jean-Marie Le Pen? Il n'insultait pas les journalistes. Non, pas à ce point-là. Attendez, c'était pas à l'antenne. C'était pas le bruit, la fureur à l'antenne. Mais en revanche, dans les meetings, on avait toujours les 5 minutes où les journalistes étaient hués, vilipendés, et à la sortie, on avait effectivement pas mal de réactions parfois contendantes de la part du public. Mais le sujet, c'est que, évidemment, moi je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Arlette, c'est-à-dire que il sait qu'il ne peut plus accéder au pouvoir. Et deuxièmement, il y a une mutation qui est en train de se faire à croisement. C'est-à-dire que le RN ex-FN passe du témoignage au pouvoir, alors que lui, il passe du pouvoir au témoignage. Et ça, c'est quelque chose qui le met en rage. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Ça s'est passé sur Sud Radio. Question que je vous pose, François Hollande. Est-ce que le gouvernement israélien devrait appeler à mettre fin à la colonisation? Oui. Comment voulez-vous avoir 2 États si dans l'État que vous voudriez reconnaître, l'État en l'occurrence palestinien, vous avez mité le territoire par la colonisation? Sud Radio parle. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble jusqu'à midi. Parlons donc de cet attentat à Paris, samedi soir. Un ratage dans le suivi psychiatrique de l'assaillant, dit Gérald Darmanin. Je vous rappelle donc que cet homme, franco-iranien de 26 ans, a été interpellé après l'attaque qui a causé la mort d'un jeune touriste germano-philippin qui a blessé 2 autres personnes. C'était pas très loin de la Tour Eiffel. Il avait un marteau, un couteau. Il était allé en prison pendant 4 ans. Il avait été suivi avec un psychiatre. Il avait une obligation de soins. Et puis, les psychiatres ont décidé, parce que j'ai entendu, il a décidé d'arrêter. Non, les psychiatres ont décidé qu'il n'avait plus besoin de ces médicaments. Écoutez ce que disait Gérald Darmanin ce matin. Le médecin psychiatre a pu de nouveau faire une injonction de soins parce qu'il a une maladie mentale manifestement très prononcée. Et une fois qu'on a terminé cela, la peine de prison, le suivi judiciaire et psychiatrique, il y a manifestement eu un ratage, non pas dans le suivi des services de renseignement, mais il y a eu un ratage manifestement psychiatrique, puisque les médecins, à plusieurs reprises, ont considéré qu'il allait mieux, qu'il était plus normal et qu'il pouvait vivre, si j'ose dire, librement. Il y a manifestement quelque chose qui tourne autour de cela. Il y a quelqu'un de malade mentalement, qui ne prend plus ses médicaments, qui ne prend plus son soin pour soigner ses délires et qui passe à l'acte. Incontestablement, il faut réfléchir à tout pour protéger les Français. Protéger les Français. Enfin, c'était hier soir au journal de TF1 face à Anne-Claire Coudray. On sent que voilà, on pouvait anticiper déjà ce qu'allait dire Gérald Darmanin. On fait tout pour protéger les Français. Michael Darmon, je regarde depuis samedi soir je dirais la mise en scène entre guillemets, politique de Gérald Darmanin autour de la gestion de cet événement. Il y a un moment d'ailleurs qui m'a beaucoup frappé pendant les images. Parmi les images filmées et sur lesquelles elles ont insisté, c'était le Gérald Darmanin seul au téléphone, sur le portable, en train de parler. Alors on ne sait pas avec qui, si c'était avec le président de la République ou avec d'autres, avant son point presse. Et ça m'a rappelé les images qui m'est bien d'ailleurs fabriqué de ce point de vue-là, au même moment de son parcours, Nicolas Sarkozy, qui lorsqu'il y avait une crise, affectait de montrer qu'il était en train de gérer seul sur le portable. D'ailleurs, c'est un peu la première fois qu'on a commencé à voir un ministre important parler directement et donnant le sentiment de gérer la crise lui-même. Le lendemain, il va à TF1 et il dit « Je n'ai pas de tabou pour protéger les Français ». Et ce matin, il vient et il dit ratage. Oui, il était sur BFM, pardon. Voilà, ce matin sur BFM, il dit ratage psychiatrique. Donc on voit bien également qu'il est en train de décrire un récit autour de cet événement, un récit politique
autour de cet événement qui vient dans le contexte de la loi très importante pour lui, le texte immigration, qu'il est en train d'essayer de faire passer à l'Assemblée nationale, qui n'est pas anodin pour la suite de son parcours. Donc il pose des actes et des mots, notamment, et des demandes, notamment cette fameuse disposition nouvelle qui serait d'avoir une injonction de suivi médical par les autorités, par la police, par le renseignement. Ça qui est quelque chose effectivement d'assez nouveau, mais qui vient montrer qu'il doit aussi continuer à écrire son récit. Et la formule d'hier soir m'a marqué, hein, TF1, quand je n'ai pas de tabou pour protéger les Français. Ça veut dire quoi? C'est une phrase politique qui vient dire, et envoyer un signal général en disant je ferai tout ce qu'il faudra faire, y compris peut-être parfois des mesures qui viendront choquer. Enfin, le problème, c'est que c'est pas perçu comme ça par les Français. Enfin, on verra ce que disent les études d'opinion. Mais aujourd'hui, quand même, la politique de M. Darmanin, me semble-t-il, est assez jugée sévèrement par l'opinion publique, malgré ces déclarations qui sont des déclarations qui sont toujours dans la surenchère en termes de fermeté. Donc, manifestement, il y a un hiatus entre le discours et la perception des actes par une grande partie de l'opinion publique. Non, moi, ce qui me frappe quand même dans cette affaire, c'est quand même toujours la volonté de psychiatriser. D'abord, il faut rappeler, c'est un terroriste. Oui, il a prêté allégeance à Daesh. Parce qu'il ne faudrait quand même pas transformer cet individu en patient avant et rappeler quand même qu'il est d'abord terroriste. Il a un parcours terroriste. Il avait été condamné à 4 ans ou 5 ans de prison ferme pour un projet d'attentat à la défense. C'est quelqu'un dont l'enquête a démontré qu'il était en lien avec un certain nombre d'acteurs du terrorisme islamiste qui avaient participé de près ou de loin à un certain nombre d'actions. Donc, et tout sur le même mode opératoire. Donc ça, c'est la réalité. Et si vous voulez, ce qui est quand même gênant dans cette affaire, c'est de considérer qu'il y a eu un ratage psychiatrique. Alors peut-être qu'il y a eu un ratage psychiatrique, indéniablement. De toute façon, quand même, il faut être clair. Je veux dire, les gens qui passent à l'acte dans cette galaxie du terrorisme islamiste sont tous quand même des cas psychopathologiques. En tout cas, un grand nombre sont des cas psychopathologiques et ils sont utilisés comme tels par les donneurs d'ordre. Les donneurs d'ordre vont chercher en effet des cas psychopathologiques pour pouvoir, je veux dire, s'en servir d'armes par prédestination en matière de terrorisme. Ça, il faut le rappeler, je trouve qu'on le dit insuffisamment. Ensuite, bon, manifestement, quand même, il y a eu aussi un ratage dans la surveillance de l'individu. Je rappelle quand même que la DGSI, en 2020, avait demandé à pouvoir mener une enquête à son domicile et qu'un juge a refusé. Donc, si vous voulez, il y a quand même une chaîne de dysfonctionnement qui ne relève pas que de la psychiatrie dans cette affaire. Non. Et je trouve que le discours de Darmanin, de ce point de vue-là, est un discours qui relève du récit, mais qui ne correspond pas forcément à la réalité, et surtout qui ne correspond pas forcément à la réalité telle qu'elle va être perçue, à mon sens, par un grand nombre de nos compatriotes. Alors, juste un mot, après je laisse. C'est vrai que le suivi psychiatrique, c'est un problème. Aussi pour les droits communs. C'est pas nouveau. Je veux dire, les gens qui sont remis en liberté avec un psy qui dit, avec une injonction de soins, et qu'il n'y a pas de psy, ça rejoint notre conversation de début, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de médecin. Oui, mais il y en a, mais même il y a le psychiatre, c'est-à-dire il y a un secret médical, il y a l'impossibilité d'imposer un traitement à un malade. Et donc, dans des affaires de droit commun, on a vu poser les mêmes questions. Et on dit au médecin, pourquoi ne pas avoir dit que le condamné sorti, libéré, soumis à une injonction de soins ne venait plus chez vous? Et la réponse du psychiatre a dit, mais moi, je suis médecin, je ne peux rien faire, je laisse mon patient libre. Donc ça, c'est un vrai sujet. J'ai retrouvé aussi... Il y a quand même un devoir du médecin de signaler que son patient ne vient plus alors qu'il y a une injonction de soins. Un devoir, guillemets à devoir, parce que ça s'oppose à la déontologie du médecin. Et j'ai retrouvé qu'en 2017, un certain Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, s'était déjà interrogé sur la possibilité de travailler avec des psychiatres sur l'islamisation et la radicalisation. Et à l'époque, c'est exactement la même chose. On avait dit quoi à l'intérieur, la répression, c'est pas possible, il y a la liberté des médecins. Donc, c'est pas nouveau. Donc, c'est quand même un sujet, évidemment. Après, il faut élargir le problème, évidemment, c'est que fait-on avec les radicalisés, les islamistes qui sortent de prison, la peine accomplie. Il n'y a pas eu de réduction de peine. Non. Quand ils sortent, comment peut-on les suivre? Alors, il y a effectivement les difficultés, ce que propose le RN sur la rétention de sûreté, sauf qu'il y a déjà eu des débats en lien avec la Constitution, avec une intervention du Conseil constitutionnel, parce qu'ils ne sont pas condamnés à vie. Donc, vous dites, ils sortent, ils n'ont pas commis de délit, mais comment on les suit?
Est-ce qu'on leur met un bracelet, par exemple, pour les contrôler en permanence? Réponse, non, parce qu'ils n'ont pas commis d'infraction. Donc, c'est très compliqué. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais on ne peut pas dire ils sont condamnés à perpétuité. Oui. Ou alors, il faut assumer que une action en terroriste condamne, l'auteur est condamné à 20 ans de peine, c'est la peine minimale. Donc c'est une réflexion d'ensemble, c'est pas aussi simple que ça. Non, cette question du suivi, elle avait été effectivement mise sur la table, et quand les sortants ont commencé à arriver, il y a eu, et à devenir un peu important, il y a eu un accord qui est passé entre l'administration pénitentiaire et le groupe SOS, dirigé à l'époque encore, je crois, par Jean-Claude Borrello, qui avait mis au point un système, tout un système. Il y avait un appel d'offres, il avait obtenu la concession, qui mettait en place tout un système de suivi, de déradicalisation, avec et donc on voit bien effectivement Dunia Bouzard, souvenez-vous, qui a touché près de 900 000 euros extrêmement aléatoire. 900 000 euros de subventions pour un résultat nul. C'est la raison pour laquelle je vous dis, il y a eu cet embryon de politique publique, mais qui n'a pas donné de résultat. Moi, ce qui m'a frappé aussi dans les mots hier du procureur de la République, c'est ce qu'il a dit sur le mode de la revendication et sur le positionnement, de ce terroriste, qui n'est pas effectivement que psychotique, mais qui a eu quand même une cohérence assez établie. Et au fond, il fait référence à son soutien à tous les djihads, Pakistan, Irak, Hamas, Gaza. Donc en fait, c'est pas l'État islamique auquel il fait allégeance, à l'international islamique. Et on voit bien que la globalisation entre Hamas, Daesh, elle est validée par lui-même. Alors qu'on entend un scepticisme, surtout de la part d'intellectuels et même de politiques, qui ne veulent pas créer ce lien. Or, une fois de plus, l'attentat de Bir Hakeim et de la Tour Eiffel établit que c'est un combat global, et non pas uniquement régional et lié à un conflit circonscrit et connu, comme par exemple le conflit israélo-palestinien. Mais comment les surveiller? C'est la vraie question. Frédéric, sur l'opinion. Je voulais revenir sur ce qui a été dit par Arnaud et par Mickaël sur la popularité de Gérald Darmanin. Ils ont raison de dire qu'il y a une critique qui émerge, le décalage entre les paroles et les actes. Mais Gérald Darmanin, je prends comme source notre baromètre IFOP fiducial pour Sud Radio et Match, est un des ministres les plus populaires. Il est 4e des ministres, derrière Gabriel Attal, Bruno Le Maire et Olivier Véran. Il est très fort chez les sympathisants Renaissance et LR, dans une stratégie peut-être présidentielle. C'est intéressant de cocher ces deux cases. Et il y a quand même aussi ce qui peut rééquilibrer cette critique sur il parle beaucoup mais rien ne se passe, c'est qu'on lui sait gré d'un certain volontarisme et même d'une certaine efficacité. Depuis quelques semaines, vous l'avez peut-être vu, il a une stratégie de communication sur Twitter, ex-Twitter, qui est très très intéressant. Tous les jours, il tweete l'identité de personnes expulsées, souvent pour radicalisation. Il n'a bien sûr pas les noms et les prénoms, mais il essaye de montrer que, à sa manière, il transforme le quotidien. Il pèse sur le cours des choses. Mais c'est vrai que les attentats, c'est très différent en termes d'impact. Je parlais de notre enquête sur les enjeux prioritaires. D'un coup, après l'affaire Dominique Bernard, l'enquête de la semaine dernière ne prend pas en compte le drame qui s'est passé à quelques mètres des anciens locaux de Sud Radio sur le terrorisme. Il va y avoir une attente très forte de l'opinion publique. Il y avait... Si on prend par le passé un crédit très fort pour François Hollande et Manuel Valls pour les attentats de 2015, Nice et Saint-Étienne de Rouvray avaient été un vrai tournant où on est passé d'une confiance majoritaire à une défiance enracinée. Il y a une auditrice, elle a raison, Laurence, elle dit on se souvient de qu'est-ce qui s'est passé de cet homme qui avait un couteau, vous vous souvenez, dans un jardin d'enfants, où il y avait des... Annecy. Il y a 6 mois. Oui. Où on en est, il y a un procès, que se passe-t-il? Il a été interpellé, il y a une instruction. C'est le temps de la justice, on peut dire à notre auditrice qu'on ne juge pas au bout de 3 mois. Mais oui, justement, c'est peut-être aussi le problème, et je cite aussi Frédéric Pechnard, je crois que c'est dans le journal du dimanche, qui disait qu'il faudrait qu'il y ait une réponse plus rapide de la justice. Aujourd'hui, il y a... Sur les affaires de terrorisme, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué, oui. Voilà, attentat de Paris, ouverture d'une enquête en Allemagne, nous dit-on également, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y avait ressortissant allemand, effectivement. Mais beaucoup de questions autour des fichiers. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il faut ouvrir un Guantanamo? C'est ce que propose un auditeur. Des centres de rétention, sur quelle base? Évidemment, quand on est dans la pulsion
les propositions sont parfois en dehors de la réalité. Sûr. Mais la question, c'est qu'il y a déjà un problème de perception sur ce terme fichier S. C'est un fichier administratif et non pas une surveillance effective. On va y revenir dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Et on continue, nous revenons sur l'attentat qui a eu lieu au pont de Bir Hakeim à Paris, attaque au couteau et la question du suivi, on l'a évoqué, des fichiers S. Et vous rappeliez à juste titre, Michael, que fichier S, c'est un terme qui regroupe énormément de critères. Et alors, on peut quand même dire que tous les fichiers S ne sont pas terroristes, mais que tous les terroristes sont des fichiers S quand même. Absolument. C'est un fichage administratif. Ouais. Ça n'est pas un déclenchement de surveillance opérationnelle. Et de ce point de vue-là, c'est là toute l'ambiguïté sur le plan de la perception par l'opinion publique de ce que c'est, de ce que recouvre et de ce que doit être effectivement ce fichier S. Donc c'est là où les politiques peuvent effectivement s'exprimer et donner leurs formules et leurs solutions en disant il faut que les fichiers S soient judiciarisés. Mais dans ces cas-là, si on peut pas en France, état de droit, quand même, encore, on ne peut pas arrêter les gens avant qu'ils aient passé à l'acte. C'est ce que vous disiez à Arlette Chabot tout à l'heure. On ne peut pas emprisonner quelqu'un tant qu'il n'est pas passé à l'acte. Ce sont des règles de droit. Oui, mais que propose Manuel Valls quand il dit qu'il faudrait les mettre dans des centres de rétention? Ça revient, on ne peut pas le faire. Mais il faut changer la loi. C'est surtout les centres, on ne peut pas les mettre en prison. Encore une fois, ils n'ont commis aucun délit. La rétention, c'est surtout, on revient au vrai débat, c'est que faire de ceux qui vont sortir. On a appris, je crois, ce matin, il y en a plus de 438 qui sont sortis. Dit le ministre de l'Intérieur depuis 2018. Et ce n'est pas fini. On a récupéré en France, notamment les femmes de djihadistes, qui étaient, on le sait, gardées en Syrie dans des camps, qu'on rapatrie, parce qu'on rapatrie des enfants. Tout le monde a fait ça. Les Européens l'ont fait. La France a résisté longtemps avant de dire, au fond... on récupère les enfants, ce qui peut être considéré comme légitime, même s'il y a des adolescents et ils ont été élevés dans un milieu un peu particulier. Il y a aussi les mères. On ne sépare pas les enfants de leur mère. Tout ça est tout à fait entendable. Mais il y a un moment où elles sont jugées, elles sont condamnées et elles sont libérées. Et elles seront libérées un jour. Donc, il y a un vrai souci parce que, encore une fois, celui qui a commis l'attentat samedi soir a donné le change. Il a trompé tout le monde en disant effectivement qu'il avait renoncé. Il allait même jusqu'à dénoncer des islamistes qui avaient commis des attentats sur les réseaux ou sur la plateforme Pharos. Donc en disant c'est scandaleux, c'est honteux, je n'ai plus rien à voir avec ça. Donc c'est quand même très difficile. Après... Encore une fois, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est-à-dire que il n'est pas fou, il est perturbé, parce qu'effectivement, quand on est djihadiste et qu'on va tuer des gens, on est forcément un peu déséquilibré. Pas comme, en tout cas, son discernement n'est pas altéré, donc il est responsable. Mais c'est un vrai sujet qui d'ailleurs se pose à tout le monde. Le nombre de djihadistes qui sont revenus en Belgique, en Allemagne, partout. Parce qu'ils viennent questionner, pardon, mais c'est vrai, Alex, ce que vous dites, ils viennent questionner sur le fait qu'une démocratie, par essence, elle a une certaine faiblesse. Ouais. Parce qu'elle autorise le débat, parce qu'elle autorise la liberté, parce qu'elle ne contrôle pas tout le monde, et que cette faille-là, qui fait la force de ce régime, est utilisée et instrumentalisée et retournée contre les démocraties, contre nos sociétés, par ceux qui veulent la détruire. Et c'est là où on a toute la difficulté à avoir un arsenal législatif qui vienne les contrer, mais qui en même temps doit respecter ce pourquoi une démocratie existe. Alors, juste une phrase, certains disent, regardez ce qui se passe dans les pays musulmans. Oui, c'est l'Égypte qui met tous les frères musulmans en prison. On dit, c'est pas un régime démocratique. Maréchal Sissi, il a mis tout le monde les frères musulmans, terminé. Dans une démocratie comme la nôtre, évidemment, on peut pas le faire. Non, Marine Le Pen ce matin. Heureusement pour nous. Marine Le Pen ce matin, elle estimait que le renseignement a trop de monde à suivre, qu'il faut un boulot colossal, parce que Gérald Darmanin l'a dit, il y a énormément d'attentats qui sont déjoués. Elle propose qu'on commence par expulser l'intégralité de ceux qui sont étrangers dans notre pays et qui sont radicalisés. Et elle dit, si on envisageait déjà de déchoir de leur nationalité et d'expulser ceux qui ont commis des actes terroristes ou ceux qui sont radicalisés, il y aurait
déjà beaucoup de moins de gens à suivre. Mais ça aussi, c'est... Les condamnés sont expulsés, c'est ce que rappelle Gérald Darmanin. Étrangers condamnés, expulsés. Ouais. Et là aussi, c'est intéressant la manière dont elle a formulé cela. C'est-à-dire qu'elle se met du côté des services de renseignement. Absolument. Elle envoie un message extrêmement clair. Hier aussi, sur un plateau de télévision, il y avait une interview à distance qui était faite avec un ancien membre du service action de la DGSE qui disait exactement ça. Il disait, nous, on fait notre travail, on a tout identifié, mais derrière, ça ne suit pas. Ouais. Ce qui ne suit pas, c'est la justice. Ce qui ne suit pas, c'est la justice. La justice et la décision politique. Et on l'a vu dans cette affaire. Elle dit, je vous comprends. On l'a vu dans cette affaire, c'est-à-dire en effet, elle prend le parti des services. Et elle pointe en creux vraisemblablement les défaillances judiciaires, si défaillance il y a. Et puis quand même, elle rappelle les fondamentaux, d'une certaine manière, du Rassemblement national. Mais elle n'est pas le seul à le dire. Vous avez des parlementaires LR qui, à peu près, sont sur cette ligne aujourd'hui. Et en plus, il y a un contexte très particulier. Si vous voulez, cet attentat, Michael Darmon l'a rappelé, intervient au moment où l'on va discuter dans une semaine la loi sur l'immigration, ce qui ne va certainement pas, d'ailleurs, au demeurant, faciliter la tâche de Gérald Darmanin, parce qu'on peut imaginer que le LR vont certainement, vraisemblablement, encore plus durcir leur position. Donc on a là un contexte qui est, me semble-t-il, aujourd'hui très compliqué. Oui, Frédéric, la différence quand même entre LR et le RN, quand on regarde les enquêtes sur la confiance entre les différents partis pour prendre en charge les questions de terrorisme, d'insécurité, c'est que le RN n'a jamais été au pouvoir. Le côté nouveauté, le côté alternative, alors ça c'est bien sûr émoussé avec le temps, mais quelle critique vis-à-vis de l'UMP et de LR après les années de Nicolas Sarkozy, notamment la suppression d'une dizaine de milliers de postes. Alors c'était bien sûr entre 2016 et 2012, c'était pas le même contexte qu'à tout à l'heure, mais le RN joue énormément sur ce côté alternatif. Et puis on parlait des principales priorités pour les Français. On n'est que sur des priorités où le RN est plutôt à l'aise en termes de... Ils font des constats justes pour la société et même leur solution auprès d'une partie importante et croissante des Français, c'était notre radioscopie du mois de juin dernier, montrent qu'ils sont crédibles. Merci à tous les quatre. Dans un instant, André Berkoff, très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.